Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Battandéo, le directeur marketing et communication de l'Institut Open Diplomatie. Pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue aux Rencontres du développement durable pour la journée consacrée à construire une Europe durable, co-organisée par l'Institut Open Diplomatie et l'École nationale d'administration. C'est avec un grand plaisir que nous recevons Younous Omarjee pour un grand entretien où nous allons tenter de penser le monde de demain à l'aide des objectifs du développement durable. Younous Omarjee, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen depuis 2012 et président de la Commission du développement régional au Parlement européen depuis 2019. Vous vous intéressez à l'apport de la politique de cohésion pour les régions européennes et à la réduction des disparités économiques, sociales et territoriales qui sont au fondement de cette politique. Vos deux précédents mandats ont été marqués par des engagements en faveur des régions ultra-périphériques, peut-être parce que vous êtes originaire de l'île de la Réunion, des îles, des océans et de la préservation de l'environnement, notamment pour l'interdiction de la pêche électrique, pour la fin du plastique invasif et pour la fin du glyphosate. Que des sujets réellement concrets là. Vous vous engagez pour l'état de droit, la lutte contre la corruption et la défense d'un parquet européen à la hauteur des attentes citoyennes. Depuis le début de cette législature, en tant que président de la commission Régie, vous avez présidé l'ensemble des négociations institutionnelles sur les nouveaux règlements de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 et le fonds de transition juste, on pourrait y revenir. Ces instruments seront centraux dans la mise en œuvre du pacte vert pour l'Europe et en représentent l'un des principaux budgets. Est-ce que j'étais exact ? Oui, ça fait beaucoup de choses. Vous avez fait beaucoup de choses en même Absolument. temps, Younous Omarjee. Et donc vous êtes membre de l'Alliance pour la cohésion, vous défendez une politique de cohésion ambitieuse pour l'Union européenne et que vous considérez comme un élément fondamental pour l'avenir. Donc votre action embrasse au moins trois objectifs du développement durable, à ce que j'ai identifié. Donc l'objectif 10, inégalité réduite, l'objectif 14, la vie aquatique, et l'objectif 16, paix, justice et institutions efficaces. Et c'est ce dont nous allons parler, entre autres, aujourd'hui. Comment allez-vous, Younous Omarjee ? Incurablement bien. On va commencer par des concepts, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Donc c'est quoi pour vous le développement durable ? Est-ce que c'est plutôt un concept environnemental, écologique, social ? Oui, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier et de remercier Open Diplomatie et l'ENA de me donner cette opportunité de mettre quelques idées dans le débat. Nous avons besoin d'idées. Nous avons besoin de partager des idées. Et nous avons besoin de penser le monde complexe. Et vous avez finalement assez peu d'espace qui le permettent. Donc c'est un temps extrêmement intéressant que ces rencontres du développement durable. Parce que dans les objectifs du développement durable, ils nous conduisent à combiner une série d'éléments. Et ce que je crois, c'est que nous ne devons pas prendre les objectifs les uns après les autres et les regarder séparément. La difficulté pour un responsable politique, c'est d'avoir cette vision tout à fait globale et complexe du développement durable en combinant l'ensemble des objectifs. Et puis aussi en essayant de saisir les courants profonds qui traversent le monde aujourd'hui, qui sont parfois invisibles, mais qui assurément changent la réalité du moment et la réalité pour demain. Sur les objectifs de développement durable, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'ils émanent du sommet de la planète Terre à Rio, de mémoire, en 1992. Et pour sortir un peu de tout le pessimisme ambiant, rappelez tout de même que ce sommet de la Terre à Rio a été un véritable acte de civilisation et un profond moment de rupture. Parce que pour la première fois dans l'histoire du monde, les chefs d'État du monde entier, 153 je crois, ou un peu plus, décident de considérer qu'il faut une intersolidarité entre l'espèce humaine, le reste du monde du vivant et la nature,
ainsi que pour les générations futures. Et cela, c'est un moment extrêmement important qui aura été ensuite fondateur de toute une gouvernance mondiale qui s'est mise en place, qui existait un petit peu déjà avant, il est vrai, mais qui a été totalement amplifiée pour répondre à ce défi majeur qui est celui du réchauffement planétaire. Mais on oublie souvent qu'à Rio, en 1992, il y avait un autre protocole. Vous aviez deux protocoles, un protocole sur le climat et un protocole sur la biodiversité. Et le protocole sur la biodiversité a pris un peu de retard. Et cet enjeu est tout à fait majeur, tout aussi majeur que celui du changement climatique, puisque nous sommes aujourd'hui, vous le savez, dans la 6e vague d'extinction des espèces et que celle-ci porte la question également de la disparition de l'espèce humaine. Je fais partie de ceux qui considèrent que pour être durable, la question du développement doit être repensée. Et dans ce concept de développement durable, il faut s'entendre sur ce que nous considérons être le développement. Et à l'évidence, le développement tel qu'il a été conçu aujourd'hui, avec les conceptions que nous avons de la croissance et du progrès, ils ont entraîné les désastres que nous avons à gérer aujourd'hui sur tous les plans. Donc, il faut profondément changer. Négatif. Comment ? Tout n'a pas été négatif en termes de croissance. Tout n'a pas été négatif, mais nous devons considérer que la croissance ne peut pas être infinie dans un monde fini avec des ressources qui elles-mêmes sont extrêmement limitées. Oui. Et continuer dans ce chemin, c'est prendre la marche aveugle vers le précipice. Est-ce que ce n'est pas un propos d'occidental, ça, pour le coup ? Non, ce n'est pas un propos d'occidental, tout simplement parce que vous avez un monde fini. Oui. Et précisément, ce qui se passe, ce qui se décide à Paris, a des conséquences sur le continent asiatique ou africain, et l'inverse est également vrai. Et donc, je ne crois pas du tout. Et quand je dis ça, c'est parce que dans les pays qui sont plus pauvres, la croissance, c'est quand même ce qui va sortir des millions de gens de la pauvreté. Maintenant, on peut partir d'un fait, c'est de se dire, depuis les années 70, dans les pays occidentaux, on a perdu un point de PIB par décennie. Donc, en réalité, la décroissance, elle est déjà là. Mais par contre, il y a dans d'autres pays, peut-être que la croissance est utile justement pour nous permettre d'atteindre les objectifs du développement durable. Bien sûr, vous avez raison. Et en même temps, vous n'avez pas tout à fait raison. Mais nous sommes dans une vraie contradiction. Pourquoi ? Parce que lorsque vous discutez avec les dirigeants du continent africain, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est de la croissance et c'est le marché. Parce qu'ils font le constat que le marché, la globalisation, la croissance a permis à l'Europe aussi, depuis la révolution industrielle, de sortir des millions de personnes de la pauvreté et d'augmenter partout les niveaux de développement. Et ils se disent, ce que vous avez fait, eh bien, nous devons aujourd'hui, nous, pouvoir prendre ce chemin. Mais ce qu'il faut constater également, c'est que ce modèle est destructeur, a été destructeur et est destructeur des sociétés dans ces pays, et qu'il a été aussi destructeur des identités sur place. Mais surtout, il a rendu tout un continent totalement dépendant du reste du monde. Et comme disait Aimé Césaire, c'est un continent qui ne demande pas de danser au carnaval des autres. Donc, ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est reconquérir, comme d'ailleurs ailleurs dans le monde aujourd'hui, c'est reconquérir les instruments de son indépendance.
parce que la décolonisation en Afrique ne sera réellement effective que si on enracine les pays africains dans la souveraineté énergétique, dans la souveraineté alimentaire et dans la décolonisation des esprits. Comment on fait ça sans croissance, justement? Mais Comment je ne suis pas contre la croissance. Oui. Mais vous devez avoir une croissance qui soit compatible, en harmonie avec les grands équilibres. Et vous ne pouvez pas continuer avec un modèle qui est un modèle capitaliste, qui en réalité est à l'origine de tous les désordres que nous constatons aujourd'hui. Et lorsque vous regardez la question du réchauffement planétaire, vous vous dites que c'est en réalité le meilleur réquisitoire contre ce modèle. Vous savez, je suis député européen, je travaille beaucoup sur les questions de la pêche, j'ai fait interdire, vous l'avez rappelé, la pêche électrique. Oui. Peu de gens savent aujourd'hui que si on continue au rythme de prédation actuel, avec les flottes de pêche européennes, mais aussi les flottes de pêche japonaises, mais aussi les flottes de pêche australiennes, si on continue avec le rythme de prédation actuel, il n'y aura plus un seul poisson, ni crustacé, ni coquillage connu disponible pour la pêche commerciale en 2050, c'est-à-dire demain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'ONU. Parce que vous avez un modèle qui est celui de flottes industrielles qui sont très soutenues par l'ensemble des institutions et qui, chaque jour, avec des bateaux-usines, vident les grands fonds, les fonds océaniques et commettent une prédation terrible sur les ressources halieutiques. Eh bien, cela ne peut plus continuer. Et on en parlait tout à l'heure avant cette discussion. Il faut faire très attention quand on parle d'économie bleue, parce qu'on a vu ce que l'homme pouvait faire sur les terres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les animaux qui peuplent nos imaginaires, qui vont disparaître. Les éléphants sont en voie de disparition. Si on continue comme ça, il n'y aura plus un seul éléphant. Les grands singes également. Mais si on ne change pas de conception, eh bien, il est évident que ces grandes flottes industrielles, ces grandes multinationales, qui ne pensent pas le temps long, mais qui sont seulement intéressés par l'appétit du gain, commettront les mêmes dégâts dans les grands fonds océaniques et vont tout prélever jusqu'au bout du bout. Et c'est pourquoi il faut du droit, il faut de la gouvernance et il faut repenser tout ça. Donc voilà. Votre état des lieux, il est sans appel. Oui. Et si on peut prendre un petit moment pour revenir au courant profond, à la pêche. La France, c'est le 4e bénéficiaire du fonds au niveau européen. Et vous êtes intervenu notamment concernant les conséquences du Brexit sur les pêcheurs français. Vous êtes aussi intervenu pour créer un fonds d'adaptation aux conséquences du changement climatique. Tout cela, ça devrait tous nous interpeller. Pourtant, vous m'avez confié avoir initié à Jean-Luc Mélenchon le doux concept de créolisation qu'on doit à Édouard Glissant. Et pourquoi on ne parle pas plus de développement durable et on parle plus de créolisation aujourd'hui? Bon, je pense qu'il faut parler des deux. Bon, c'est extrêmement important. Ce serait quoi le lien, du coup, entre les deux, d'ailleurs? Et il ne faut pas considérer que le développement durable, ce soit seulement de l'écologie. Bien sûr. Bon, le développement durable, c'est beaucoup plus large que cela. Et lorsqu'on parle de développement durable, on doit aussi penser la diversité culturelle. On a parlé au début de notre conversation de la diversité biologique, de la diversité du monde du vivant, mais la question des cultures est extrêmement importante. Et nous sommes dans ce même modèle de la globalisation qui fait que, de la domination, qui fait que nous avançons vers un modèle culturel uniforme. Bon.
Et comme Vous disait, trouvez là aujourd'hui qu'on oui, qu'on avance mais évidemment, vers une uniformisation du monde? et bien sûr, une uniformisation des modes de vie et de l'idée du bonheur. On n'a pas l'impression que c'est l'universalisme qui gouverne le monde aujourd'hui. Non, vous avez une uniformisation des idées du bonheur par un modèle qui est un modèle consumériste et qui rentre comme ça en confrontation avec des civilisations parfois millénaires ou parfois avec un certain nombre de spiritualités. Et l'enjeu de la diversité culturelle, du maintien des civilisations, du maintien des cultures, c'est un enjeu décisif. Mais pour autant, le maintien des civilisations, le maintien des cultures dans ce qu'elles ont d'originel, ne doit pas empêcher et n'empêche pas la rencontre entre les cultures. Et la rencontre entre les cultures donne ensuite quelque chose de commun, mais qui n'est pas, je ne sais pas si je suis clair, qui n'est pas une culture dominante. Non, c'est autre chose. Parce que la culture première, elle reste là. Mais elle est suffisamment forte pour accueillir d'autres cultures, pour pouvoir être travaillée et ensuite donner quelque chose de commun. En tout cas, des éléments de commun. Et c'est cela la créolisation, mais quand vous regardez le monde, oui, aujourd'hui, dans les grandes capitales du monde, où vous avez énormément de rencontres, de gens qui viennent de partout, vous avez des sociétés créoles qui sont en train de naître. À New York, à Londres, à Berlin, d'une certaine manière à Paris. Le mot fait peur parce que les gens sont incultes et ils ont une vision folklorique. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mettre comme ça un concept, non pas comme un slogan politique, ce n'est pas un slogan politique, mais pour que les gens réfléchissent et qu'ils se disent, finalement, ce n'est pas si grave. Il y a une sortie pacifique à ces rencontres culturelles. Et on ne va pas vers le déchirement qu'annonce Marine Le Pen ou Éric Zemmour, mais on va vers quelque chose de finalement assez apaisé, dont nous avons fait, nous, l'expérience. Vous avez rappelé que je viens de l'île de la Réunion, dont nous faisons l'expérience, nous, à la Réunion, où les gens sont eux-mêmes, restent eux-mêmes, mais en même temps vivent de manière extrêmement apaisée dans l'accueil, la magie de la multiplicité, de l'altérité et de la diversité. Et c'est ça qui est... Donc vous trouvez que la reconnaissance de ces particularismes, ça ne constitue pas un frein justement pour la transformation qui nous est nécessaire pour pouvoir accélérer face au changement climatique? Je n'ai pas tout à fait saisi. Le fait qu'il y ait une diversité culturelle, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut retarder la prise de conscience face des logiques d'adaptation, en fait? Ah bon, si on parle d'adaptation, non. Mais par contre, dans l'adaptation, vous avez plusieurs questions qui sont posées. D'abord, c'est de considérer que le changement climatique est en cours. Donc, nous sommes déjà confrontés à des impacts. Et tous les efforts qui sont faits aujourd'hui, ou qui doivent être amplifiés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire sur les politiques de mitigation ou d'atténuation, vu qu'on appelle ça comme ça, ils vont porter leurs effets bien plus tard. Certains scientifiques disent dans des siècles, bon, peut-être dans des décennies. Mais nous avons à gérer le présent. Oui. Et le présent, c'est la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Et ces phénomènes climatiques extrêmes arrivent sur des territoires qui n'ont pas été préparés pour cela. Nous avons en Europe, parlons de l'Europe un peu, l'Europe est sans doute le continent au monde qui est le plus découpé, avec le plus grand nombre de façades maritimes. Et les industries sont très localisées sur le littoral.
Lorsque vous lisez les études et que vous voyez les conséquences à venir du changement climatique, cela veut dire qu'il faudra sans doute protéger ces installations industrielles qui sont sur le littoral. Et à l'évidence, repenser totalement l'aménagement du territoire. Prenez la question des ports européens, des ports du sud, mais même ceux qui sont un petit peu plus au nord, qui ont connu leur heure de gloire. Si vous avez la grande nouvelle route maritime qui s'ouvre au nord et le grand rêve des tsars qui se réalise, à ce moment-là, vous aurez une conséquence, évidemment, sur le trafic portuaire, sur les routes maritimes et sur l'attractivité des ports du Sud. Donc tout cela, lorsque vous travaillez sur le développement régional, vous devez y penser. On a vu là cet été des inondations catastrophiques en Allemagne et en Belgique. Je crois qu'il faut se saisir de ce moment de choc pour donner les moyens aux régions. C'est ce que nous demandons, nous, dans notre commission, pour adapter. C'est très important. Alors, on va devoir conclure, Younous Omarjee, mais j'aimerais bien votre avis sur une dernière chose. C'est, du coup, ce que vous dites, c'est que s'il y a des fonds à allouer, est-ce qu'il faut les allouer plutôt à la réduction des émissions ou à l'adaptation face aux conséquences? Mais les deux. Mitigation et adaptation marchent ensemble. Oui. Et ce sont les deux piliers. Mais au niveau européen, étant donné notre place dans la réduction au niveau mondial, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les mettre sur les conséquences? Mais on a toujours considéré que la question de l'adaptation ne concernait que les pays pauvres. Ce n'est pas vrai. Il y a un enjeu de l'adaptation pour les régions européennes, parce que vous avez aussi une vulnérabilité des régions européennes devant les conséquences du changement climatique. Oui. Et on l'a bien vu, avec la multiplication des feux de forêt, des inondations, des ouragans aujourd'hui. Je viens de l'île de la Réunion. Je suis étonné de voir au cœur de l'Europe des pluies tropicales aujourd'hui. Et rien n'a été conçu dans les villes pour accueillir en une journée des pluies qui correspondent à un mois de pluviométrie. Donc ça veut dire que vous avez des grands chantiers à lancer. Ce sont des milliards d'investissements qu'il faut faire et qu'il faut faire dans le cadre, je pense, de la grande politique lancée au niveau de l'Union européenne, qui est celui du paquet climat. Et ce que je reproche au paquet climat, c'est d'avoir envisagé seulement la question sous l'angle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est tout à fait essentielle. L'Europe doit être moteur, doit être exemplaire, parce qu'elle emporte tout de même la responsabilité, mais elle doit aussi, pour ses propres populations, les protéger. Et pour les autres pays et les pays en voie de développement, ils ne doivent pas faire que de l'adaptation. Ils ne doivent pas demander que de l'adaptation. Ils doivent aussi aller vers l'atténuation, parce que l'atténuation, c'est reconquérir sa souveraineté énergétique. Si nous avançons dans le développement des énergies renouvelables dans les pays africains, vous redonnez des balances de paiement qui non pas sont totalement déficitaires. L'énergie, la question de l'énergie, c'est la question clé en matière de développement. Et il faut arrêter avec ce discours comme quoi les pays, les PMA, les pays les moins avancés, les pays africains ne font que de l'adaptation. Nous devons également les soutenir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça sera profitable pour leur propre économie et ils apporteront une contribution également à un défi mondial. Merci beaucoup Younous Omarjee pour ce regard décentré sur les enjeux du développement durable. Nous allons conclure ce grand entretien politique et nous allons revenir dans une quinzaine de minutes pour la masterclass dédiée aux générations futures. Merci beaucoup.